Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver, même virtuellement, pour ce petit rendez-vous. Euh, Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une petite présentation en parlant de la littérature française. L'année dernière, nous avions fait une soirée du lundi sur le thème Mon livre préféré. Au cours de cette soirée, des étudiants et aussi quelques animateurs avaient présenté leurs livres préférés, donc le faisant ainsi connaître à d'autres, partageant leur passion, et nous avaient donné envie, avant de partir en vacances, d'emporter des livres que nous ne connaissions pas. Donc c'est un petit peu le sujet facile que j'ai retenu pour aujourd'hui, et je vais vous parler de mon livre préféré, qui est La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Euh, Marcel Proust est un écrivain français né à Paris en 1871 et mort également à Paris en 1922. C'est sûrement un des plus grands écrivains de la littérature française qui a manié une langue absolument magnifique et en tous les cas un des écrivains les plus importants de son époque. Ceux avec qui nous avons fait une promenade au cimetière du Père-Lachaise au début du mois de mars se souviendront avoir vu sa tombe, même si ce n'est pas la tombe d'origine puisque celle-ci a été vandalisée. Il y a encore de nombreux admirateurs de l'écrivain qui viennent se recueillir sur sa tombe, où repose également sa mère, qui est un personnage important de son œuvre, ainsi que son père et son frère, qui étaient tous les deux des médecins. L'œuvre de Proust, À la recherche du temps perdu, en fait, c'est un seul livre, monumental, certes, puisqu'il compte plusieurs milliers de pages, et s'il a été précédé de très nombreuses esquisses, ou bien encore des traités, des textes séparés, il n'a trouvé sa forme définitive que assez tardivement, et est composé donc de plusieurs volumes. La recherche du temps perdu, c'est le temps hein, que, qu'on va, que le narrateur, qui n'est pas tout à fait Marcel Proust, mais qui est quand même un petit peu lui, va rechercher et qu'il va retrouver non pas par un effort volontaire de mémoire, mais bien souvent à travers une mémoire involontaire qui est le résultat d'un processus tout à fait particulier. L'œuvre de Proust est aussi remarquable, comme je le disais au début, par sa langue. Son style est tout à fait reconnaissable, car souvent il écrit avec des phrases très longues, trop longues diront certains, voire interminables. Mais le temps qui se déroule dans ces phrases, c'est aussi un temps d'attente qui correspond assez bien à la démarche de cette recherche vers un temps perdu et donc un temps à retrouver. Le livre se compose donc de plusieurs tomes, dont le premier s'appelle Du côté de chez Swann. Et dans ces premiers volumes, il y a également trois parties, dont la première s'appelle Combray. Combray, c'est le nom du village où le narrateur passait ses vacances lorsqu'il était enfant. Donc, Combray, c'est donc là qu'on va trouver le tout début de la recherche du temps perdu et l'incipit du livre. Alors l'incipit, je vous donne ce mot savant qui vient d'un mot latin qui veut dire commencer. Hein, et donc ce sont là ou les toutes premières phrases d'un livre. Et sûrement cet incipit de la recherche est un des plus connus de la littérature française. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ».
Donc, cette première partie de Combray se termine par quelques pages très célèbres où le narrateur se souvient, grâce à un petit morceau de Madeleine, de toutes ses vacances, de toutes ses sensations de son enfance qui avaient disparu dans sa mémoire. Ce sont les pages que je vais vous lire, mais je vous explique un petit peu d'abord de quoi il s'agit pour vous faciliter la compréhension. Lorsqu'il était en vacances à Combray, le narrateur rendait donc visite tous les matins à sa tante Léonie, qui vivait dans sa chambre parce qu'elle était malade ou prétendait être malade, et il lui préparait une tasse de tisane de tilleul. Elle lui donnait donc une madeleine pour qu'il trempe dans la tisane. Alors la madeleine, je suppose que vous savez ce que c'est, hein, c'est un petit gâteau un peu, voilà, comme ça, on recule avec, qui en forme un petit peu de coquillage. Hein. Et beaucoup plus tard, lors d'une circonstance un peu particulière, il va avoir l'occasion de goûter une madeleine trempée dans du thé. Et le narrateur éprouve alors des sensations étranges, voire extraordinaires, qu'il a un peu de mal à analyser. Et peu à peu, il va comprendre que, à travers ces sensations, il est en train de revivre, de recréer presque des souvenirs de son enfance que non seulement il avait oubliés, mais qui semblaient avoir totalement disparu. Donc je vais vous lire ces passages. Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord, puis, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais, à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Je bois une seconde gorgée, et je ne trouve rien de plus que dans la première. Une troisième qui m'apporte moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Il y a éveillé mais ne la connaît pas, et ne peut que répéter indéfiniment, avec de moins en moins de force, ce même témoignage que je ne sais pas interpréter et que je veux au moins pouvoir lui redemander et retrouver intact,
à ma disposition tout à l'heure pour un éclaircissement décisif. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment? Grave incertitude, toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même. Quand lui, le chercheur, et tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher, pas seulement, créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière. Donc la fin de cette expérience, c'est que Combray et donc tout entier va ressusciter à travers cette expérience extraordinaire de mémoire involontaire, à travers les sensations. Donc le narrateur va retrouver non seulement la maison, le village, la chambre, les habitants, l'église et même les alentours de Combray. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez juste continuer un petit peu cette présentation, je vous propose de mettre à votre disposition le texte de ces quelques pages et je vous mettrai aussi quelques commentaires pour expliquer les mots un petit peu compliqués. Envoyez-moi un message soit sur Facebook, soit à l'adresse habituelle des équipes et je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouvera bientôt pour une autre petite conversation, je l'espère. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.